Voilà, voilà. Bonjour. Il faut bien garder le micro, d'accord. J'ai enlevé mon phoné. Voilà, bonjour. Je remercie beaucoup Anne-Hélène Hogg et toute l'infrastructure de cette maison de m'avoir associée à ce moment-là. Et en même temps, je me disais que c'était vraiment faire appel à la mémoire d'un ancien combattant. Mais en même temps, peut-être quelque chose à apporter. Je me disais quoi? C'est au fond, en tant que philosophe, de témoigner du rapport de la bande dessinée, non seulement avec la question de l'art, et on en parle et je vais en reparler, mais avec l'ensemble des sciences humaines. Comment j'y ai été mêlée? On est en 1968-69 et on crée à l'Université de Paris 8 à Vincennes des départements d'art comme il n'en existait pas encore avant la réforme d'Edgar Faure. Le théâtre, le cinéma, la musique et les arts plastiques. Je me suis trouvée à la tête du département d'art plastique, 69, avec évidemment les différentes disciplines, comme on dit, concernant les arts plastiques, le dessin, la peinture, etc. Et je décide d'introduire à l'université la bande dessinée. J'ai fait même pire que ça. Non seulement j'ai voulu introduire dans le département d'art plastique un véritable secteur bande dessinée, je vais vous dire avec qui et comment, mais étant en charge aussi d'heures à Paris 4, qui était là à la Sorbonne, l'université conservatrice, c'est le moins qu'on puisse dire, à ce moment-là, très, très contre tout ce qui se passait à ce moment-là. Et je programme un cours que j'intitule des multiplicités de temporalité et de tempo chez Hergé. On s'est demandé si on allait garder mes heures de cours. Un philosophe qui fait ça, c'est aberrant, etc. Il n'empêche que les étudiants étaient très nombreux, joyeux, pleins d'enthousiasme. Ceux de Vincennes venaient au cours à la Sorbonne et ceux de la Sorbonne sont venus rejoindre les cours à Vincennes. Comment ça s'est passé pour moi? C'est passé que j'avais rencontré quelqu'un que vous connaissez évidemment, alors Pierre Coupry, Claude Moliterni, et je suis introduite, j'étais abonnée à Pilote depuis bien longtemps, c'était pas la question. Je fais la connaissance de toute l'équipe d'Argo, chez Dargaud, de l'équipe de Pilote. Et ce qui m'a permis de lier vraiment des amitiés et des collaborations avec ceux dont le travail m'enthousiasmait et me poser des questions dont je vais parler, sur les rapports de la bande dessinée aux sciences humaines, pas simplement dans un département d'art, puisqu'on avait nommé une philosophe à la tête d'un département d'art, c'est qu'il y avait aussi, quant à la bande dessinée, des enjeux philosophiques, politiques, de sciences humaines à l'intérieur de cette activité qui s'appelle faire de la bande dessinée. C'est ainsi que j'ai pu distribuer des heures de cours à Fred, à Mézières, à Gottlieb, ils sont tous à Giraud. C'était tout à fait extraordinaire. Et je crois qu'il y en a au moins une de Rulé qui avait fini de faire la lettre pour Little Nemo. Enfin, c'était extraordinaire. J'étais dans le bonheur, les étudiants aussi, et les dessinateurs, tous assez prodigieux les uns que les autres, si prodigieux les uns que les autres, très heureux de découvrir le monde universitaire auquel ils se croyaient véritablement étrangers et de participer à des dialogues de réflexion, et je vous dirai sur quoi dans un instant. Et en 72, Moliterni décide d'embarquer toute l'équipe de pilotes et de PIF, plus Hergé, plus l'équipe de Belgique, où il y avait Hergé, il y avait Maurice, etc. Et nous partons tous 10 jours à New York pour rendre visite à Pernod Ricard, au Syndicate, etc. Il y avait Bretécher, tout le monde était là. On a passé des journées formidables au milieu des dessinateurs, en rencontrant les dessinateurs américains.
Et je me souviens encore de la magnifique réception qu'a fait le maire de New York à Hergé. On était invités, c'était superbe. La bande dessinée était royalement reçue, joyeusement acceptée, dynamiquement pensée, et nous parlions énormément de tous les enjeux de ce qui s'appelait, depuis les textes de Coupry et bien d'autres, la figuration narrative. Voilà, ça c'est les souvenirs d'anciens combattants, je ne vous en dirai pas plus, parce que ça serait long, et puis c'est simplement pour vous dire que l'enjeu a été très fort de faire entrer la bande dessinée à l'université, dans un cycle où les enjeux de pensée et d'action politique et d'enjeux de la pensée étaient liés à la question de la bande dessinée. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ce cours à Paris 4 sur les régimes de temporalité dans les albums d'Hergé, puis de Fred, enfin bon. Et donc maintenant, je voudrais ajouter à ce moment de souvenir les raisons pour lesquelles, en tant que philosophe pensant engagé dans la question d'iconographie et d'image, je ne voulais pas surtout rater, ni faire rater à toute une jeune génération, j'étais de la leur à ce moment-là, et aux générations futures, ce qui se jouait pour moi dans la bande dessinée. Vous savez, bande, pourquoi on dit bande? Qu'est-ce qui fait bande? Le mot bande vient de binden, hein, du vieil allemand. Lié, relié. C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que le dessin va relier, va lier, sous le signe du binden, de la bande, en dehors du fait que les dessinateurs étaient une joyeuse bande. Mais ça, c'est un autre sens du mot bande. Mais pour la bande dessinée et la bande de liaison et d'articulation, de quoi? Du texte, de l'image, du récit, du visible et du lisible. Bon, ça paraît au premier abord la façon la plus élémentaire, immédiate, de comprendre le binden, le lien et la liaison qu'il y a entre le texte et l'image. Mais il se trouve que par ailleurs, je travaille d'ailleurs toujours sur la grande tradition chrétienne de l'image, et vous savez que l'idée et les gestes qui font que la tradition chrétienne non seulement est celle qui a introduit l'image dans le monde occidental, mais qui a utilisé, pour parler de celui qui écrit et qui dessine, un seul mot, grapheus, du dessin et de l'écriture graphée, et pour dire nous racontons l'histoire, puisque pour eux c'était raconter l'histoire sainte, enfin qu'importe, l'iconographie au sens iconique du terme, historumen, nous inscrivons, nous racontons en montrant. Historia veut dire, non seulement ça a donné histoire évidemment, mais historia veut dire faire savoir par inscription à la fois de l'image et de la lettre. C'était ce historumen des iconographes, était très lié à la théorie de l'incarnation, à savoir que dessiner un récit, raconter faire assumer à un dessin une histoire et un récit, construire même l'histoire, construire le récit en le dessinant, ce qu'ils appellent inscrire, inscrire voulant dire à la fois écrire et dessiner, c'est donner chair à la lettre, incarner la lettre. Faire une image, c'est incarner le régime de la lettre. Donner chair, c'est ça l'incarnation, donner chair à la lettre. Donc ça m'intéressait énormément de voir de quelle façon la bande dessinée était en articulation, là aussi, en liaison, hein, liée, binden, encore une fois, à une très grande tradition millénaire, puis séculaire, puis enfin moderne, de cette question qui se pose d'abord, qu'est-ce que l'on fait, comment l'on fait voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, comment on construit un récit en le rendant à la fois visible et lisible, sans que l'on puisse dire
de la chose que l'on va montrer, qu'elle n'est soumise qu'au régime de la lecture. Je me suis combien de fois armée de combats contre l'expression lecture des images, quelle horreur. C'est bien au contraire d'avoir là un objet qui résiste au pur régime de la lecture ou à celui de la contemplation, mais qui est dans une articulation, un lien tout à fait vivant, actif et singulier, exceptionnel finalement. Parce que même le cinéma dont la bande dessinée a utilisé le cadrage, le zoom, le gros plan, le hors-champ, le contre-champ, bref, on sait que la bande dessinée a profité tout à fait dans la figuration, dans la fabrication des images, de toutes les inventions formelles qu'a pu donner la caméra, l'appareil photographique, etc. Mais la question n'est pas là. C'était qu'est-ce qui se joue dans cette incarnation de la lettre et quel est le statut de la page, qui n'est pas une page de livre. Une page de bande dessinée, c'est à la fois un événement global qui a son unité, la page, et en même temps, cette page est un montage. Bon, est un montage, mais un montage singulier. Donc, sur quoi je voulais travailler, et j'ai travaillé sans cesser d'ailleurs, de le faire, c'est toujours de revenir à une sorte d'intuition que j'ai eue et que je continue de défendre, à savoir que la puissance de l'image n'est pas d'ordre visuel, mais d'ordre temporel. Et que la bande dessinée, justement, a agi, met en œuvre un régime innombrable de temporalité que ni la lecture d'un texte, ni la contemplation d'un tableau, ni la vision d'un film ou d'une photographie ne peut donner. C'est-à-dire qu'il y avait là un geste d'art d'une singularité radicale qui avait une énergie à la fois graphique, narrative, philosophique et politique. C'est dans cette dimension-là que j'ai travaillé et que j'ai continué de travailler, non seulement en compagnie des plus grands graphistes de l'époque, que j'ai un peu perdu de vue par la suite pour d'autres raisons, hein, d'autres engagements dans le travail, mais ça a duré quand même une dizaine d'années, cette bagarre, pour que la bande dessinée arrive et tienne avec force sa posture de lieu d'un art à part entière qui n'était pas, qui n'arrivait pas à la 9e place par rapport à des arts majeurs, mais au contraire qu'on avait là un geste d'une singularité exceptionnelle en termes de temporalité. Et que finalement, je voyais beaucoup plus la page de bande dessinée comme une partition de musique, comme quelque chose qui s'organisait de façon orchestrale avec ces moments de percussion, ces bruits, ces vacarmes, ces silences, ces retours, sa capacité d'utiliser le temps dans la réversibilité ou le morcellement le plus extrême, autant de gestes que d'autres arts ne font pas, ne sont pas en mesure de faire, ne se donnent pas pour tâche d'assumer. Donc c'est ce que j'entendais donc dans la bande, dans le binden de la bande, dans cette articulation. Cette puissance d'invention temporelle et du fait que, pour moi, chaque grand dessinateur de bande dessinée, chaque grand créateur de bande dessinée me donne accès à un nouveau régime, à un nouveau tempo, à une nouvelle orchestration du visible, pour employer un mot propre à la musique et aux arts visuels, voilà, à une nouvelle orchestration du visible. Donc, je ne veux pas abuser de votre temps, en m'excusant d'ailleurs de ne pas pouvoir rester toute la journée et davantage avec vous, je l'aurais bien voulu. Ce que je voudrais simplement dire pour conclure, parce que bon, encore, je n'en finirai pas de raconter tout ce que m'a apporté ce champ de la création et de bonheur, c'est
c'est de témoigner aussi du fait qu'à Vincennes, les ateliers de bande dessinée étaient les plus joyeux, les plus enthousiastes, les moins transpirants. Vraiment, il y avait un véritable bonheur. Alors, on l'a dit avec pertinence, la bande dessinée ne se réduit pas à une presse populaire ou à un divertissement ou à une littérature pour la jeunesse. C'est-à-dire que ce n'est ni populaire au sens le plus dégradant du terme, puisque certains l'emploient de cette façon, ni vulgaire, ni enfantin, mais c'est juvénile. Voilà. C'est un art d'une extrême jeunesse. Et c'est bien parce que j'ai des cheveux très blancs que je tiens absolument à maintenir mes liens avec le monde de la bande dessinée. Parce que si la question du patrimoine, pour moi, se pose avec pertinence, ce n'est pas tant en termes de conservation, stockage, capitalisation d'un bien, mais au contraire, je dirais, protection, maintien et protection de l'éternelle jeunesse qu'est notre désir de liberté. Et j'espère que nous le gardons jusqu'à la fin de notre vie. Qu'il y a véritablement une jeunesse, une puissance que j'appelle juvénile, un peu comme Pedro Costa lorsqu'il dit en avant jeunesse. Voilà. Il y a véritablement une puissance inaugurale et une liberté au sein des gestes de la bande dessinée qu'il faut absolument plus que jamais maintenir, protéger, promouvoir, favoriser, parce que aujourd'hui, c'est bien sur la question du temps que nous sommes et de la liberté que nous sommes le plus atteints et le plus vulnérables. Voilà. Alors, je voulais, en tant que vieille dame, vous dire de continuer, et de nourrir jusqu'à la fin de mes jours mon propre désir de jeunesse et de liberté. Merci.